On est parti pour le premier point actu de cette semaine. Aujourd'hui, lundi 19 avril 2021. Au programme, comme tous les lundis, on a les prix des cartes graphiques, des processeurs, de la RAM DDR4 et des SSD. On aura ensuite le top 10 des ventes Steam de la semaine passée, comme d'hab. On continuera avec quelques images de Ingenuity, le drone envoyé sur Persévérance sur Mars, qui a fait son premier vol ce midi. C'était court, mais c'est assez incroyable. En vrai, c'est pas du tout spectaculaire comme image, mais c'est tout de même assez incroyable. On parlera ensuite d'une crypto-monnaie qui peut créer une pénurie à venir dans nos supports de stockage. Information à prendre avec des pincettes vu que je ne maîtrise pas super bien le domaine des crypto-monnaies. Mais apparemment, ça fait déjà bouger un peu le marché asiatique, donc il va falloir se méfier. On parlera de CD Projekt qui, malgré les problèmes sur Cyberpunk, s'est régalé en termes de revenus pour l'année 2020, clairement. Des revenus en hausse. On parlera d'une petite souris, une souris très simple, très sobre, mais destinée tout de même pour l'e-sport avec, comment dire, des caractéristiques pour la compétition. Clairement, vous pourrez jouer au meilleur niveau avec ce genre de matériel. On aura petite partie carte graphique qui régale jamais en ce moment, hein, clairement, avec des news sur une carte dédiée au mining, donc une CMP 30HX d'Asus avec des LED. Franchement, je sais pas, je sais pas l'intérêt de cette news, mais elle existe. Un prix pour une 6900 XT toujours plus haut, Et on finira avec un écran qu'on peut considérer comme une masterpiece qui veut concurrencer le G9 de Samsung. C'est Acer qui sort sa petite version perso qui envoie plutôt du lourd, qui a un prix aussi plutôt élevé, vous l'imaginez. Mais visiblement, c'est quelque chose qui intéresse les marques. J'imagine que c'est aussi des produits sur lesquels ils peuvent faire pas mal de marge. Mais pourquoi pas, hein. C'est osé de s'attaquer à Samsung. Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose d'aussi bonne qualité? Il faudra le tester pour savoir. Mais sur le papier, c'est pas mal. Ce sera à la fin. Tout de suite, on commence avec les prix. Et les prix des cartes graphiques, alors on va pas s'éterniser sur les cartes graphiques, c'est toujours la même histoire. Des prix plus ou moins tous en hausse, en tout cas tous bien trop. Des disponibilités hasardeuses, des tout petits stocks, tout de même des petits stocks réguliers mis en ligne, des prix toujours élevés. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Si vous devez absolument acheter une carte graphique, vous pouvez si vous tenez vraiment informé et que vous êtes réactif. C'est la vérité, mais clairement pas un prix normal, à part peut-être dans des PC tout assemblés. Là, il y a des bons trucs, il y a des bonnes offres, bizarrement. Donc, mauvais temps pour les cartes graphiques, ça ne change pas et ça ne va pas changer tout de suite. Malheureusement, il va falloir s'habituer à des longs mois de stock hasardeux et de prix assez horribles. Mais voilà, c'est la réalité et d'après tout le monde, ça va pas changer tout de suite en tout cas. Il va falloir attendre un peu. On va se faire un peu plus plaisir avec des processeurs qu'on peut acheter déjà. Voilà, ça devient assez triste, mais le fait que ça soit disponible,
c'est devenu un des arguments les plus plébiscités parce que voilà, si vous pouvez l'acheter, c'est déjà assez sympa. Les processeurs, on commence avec Intel qui fait baisser doucement sa 10e génération avec une baisse de 9 € sur son i5 10e génération, le 10600K. Il se retrouve à 227 €, ce qui est plutôt attractif. Toute petite baisse sur le i7 10700K de 6 €, mais il est tout de même à un prix intéressant, 330 € pour ce i7 qui est plutôt performant. Là-dessus, c'est pas mal. Et on a le i9 10900K qui, lui, plus bizarrement, baisse aussi. Lui qui n'est pas renouvelé de la même façon dans la 11e génération. Il perd 37 €, il se retrouve à 500 €. Ce qui est un prix plutôt sympa aussi pour le coup. On est quand même sur du processeur avec 10 cœurs sur ce i9. Donc en termes de performance, on est sur du solide. 500 € c'est élevé, mais c'est pour un processeur haut de gamme, voire très haut de gamme. Donc ça reste plutôt correct. Sur la 11e génération, déjà une hausse. Et honnêtement, voilà, peut-être sur celui qui n'aurait pas dû monter, parce que peut-être le seul qui est vraiment intéressant sur cette 11e génération, le 11400F, donc le i5 ultra accessible sans partie graphique intégrée. Il prend une maxi augmentation de 20 €. Franchement, maxi augmentation parce qu'il se retrouve à 210 €, donc il prend quasiment, il prend 20%, plus de 20% d'augmentation. Donc plus de 10% d'augmentation, pardon. Donc let's go, hein, ça fait mal. Et honnêtement, c'est celui qui est le plus plébiscité parce que voilà, on manque un peu de perf sur les modèles plus haut de gamme qui du coup sont plus chers et qui ne sont pas vraiment mieux que les anciens. Donc pourquoi changer? C'est une bonne question. Chez AMD, un peu de changement aussi, mais pas beaucoup. On a une petite baisse sur le Ryzen 7 3700X. Il perd 18 €, il se retrouve à 294 €, ce qui est aussi pour le coup un prix plutôt intéressant. Pas son prix le plus bas, mais plutôt intéressant. On a une hausse sur le Ryzen 5 5600X, donc les dernières générations. Il prend plus 17 €, il se retrouve à 376 €. Alors oui, c'est des processeurs qui sont sur le papier ultra intéressants en termes de performance, mais depuis qu'ils sont sortis, ils sont quand même relativement chers. On rappelle, hein, même s'il est performant, ce Ryzen 5 a 6 cœurs et coûte 376 €, ce qui est voilà. On a le Ryzen 7, lui il baisse, on ne sait pas pourquoi lui il baisse, il prend moins 20 €. Le 5800X, il se retrouve à 460 €, ce qui est aussi un prix plutôt élevé pour un processeur qui est vraiment pour le coup performant là-dessus, aucun problème, mais en termes de prix c'est quand même c'est un peu salé, surtout qu'on parle ici de processeurs qui n'ont même pas de partie graphique intégrée, hein. Donc dans tous les cas il vous faudra une carte graphique à ajouter à ça. En ce moment les cartes graphiques, même si c'est pour de la bureautique, vous allez la payer cher. Difficile de dire que c'est un bon plan, sauf si vous avez déjà une carte graphique et que vous voulez absolument un AMD dernière génération. Dans ces cas-là, vous n'avez pas vraiment le choix. Il n'y a que cela. Mais en termes de rapport performance-prix, c'est toujours trop cher. Même si, voilà, c'est peut-être à l'heure actuelle la meilleure génération de processeurs grand public qui existe. Ils sont chers. C'est un peu dommage. On continue avec les SSD. Et les SSD, ça me fait plaisir parce que c'est toujours sympa. Enfin, pour l'instant. Peut-être pas pour longtemps vu les news qui suivent. Mais pour l'instant, c'est sympa. On a même des prix parfois records. Notamment sur un SSD Corsair PCI Express 3.0 de 240 Go qui se retrouve à 45 €.
ce qui est plutôt bas. On est sur des débits plutôt sympas, clairement. Et on a aussi, si vous avez voilà, besoin de plus de stockage et plus d'argent à mettre, on a un prix plancher sur un autre SSD Corsair, le Corsair Force MP600 de 2 Tera. Là, on est sur la gamme super, on est sur du PCI Express 4.0, on est à des débits vers les entre 4 et 5000, on n'est pas sur les plus hauts débits disponibles, mais on est sur du 2 Tera pour 355 €. Alors oui, c'est cher, mais voilà, hein, les débits seront au rendez-vous. On est sur du SSD ultra performant, pas les meilleurs qui existent, mais à ce prix-là, c'est déjà très agréable. Toujours des bons prix pour les SSD, c'est cool. Espérons que ça soit un secteur qui ne subisse pas la crise et la pénurie. Mais pour l'instant, on est plutôt bien et on espère que ça dure. On continue avec la RAM et là, c'est pas la même histoire. Sur la RAM, on est sur une tendance à la hausse. On a d'ailleurs que des hausses, pas des hausses excessives, même si on voit que le haut de gamme a tendance à augmenter un peu plus que le bas de gamme. Proportionnellement, bien sûr. On est sur une vraie tendance à la hausse, on nous a dit, hein, on a eu plusieurs alertes disant que le marché de la RAM allait être impacté par la pénurie semi-globale actuelle. Du coup, on avait peur, pour l'instant, ça allait encore. Là, ça va encore, mais ça peut changer assez vite et j'espère que ça le fera pas. J'espère que la semaine prochaine, on aura des petites baisses sympathiques. Mais à surveiller comme de l'huile sur le feu, parce que là, c'est pas la première fois que ça nous fait ça et on commence à avoir peur. On veut pas d'un autre secteur de composants qui flambe, ça ferait mal. On continue avec du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est toujours cool, c'est ça qui est bon. Petit top 10 des ventes Steam de la semaine passée et en première position, It Takes Two, le jeu de EA de coopération, voilà, qui cartonne et apparemment c'est vraiment un très très bon jeu. Deuxième du classement, Stellaris Nemesis, que je ne connais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est comme jeu, j'ai à m'enseigner après le live, mais je suis curieux. Troisième, le Valve Index VR Kit, qui reste régulièrement dans ce top 10, c'est assez incroyable. Ensuite, on a Sea of Thieves, Outriders, Valheim, Monster Hunter World Iceborne, The Forest, qui vient d'apparaître, je pense, dans le top. Forza Horizon 4 et Satisfactory, qui doit bénéficier de sa nouvelle mise à jour qui ajoute du contenu. Donc voilà, à part Stellaris et The Forest, je crois pas qu'il y ait de nouveaux trucs. J'avoue que je connais pas ni l'un ni l'autre, donc voilà. Mais j'irai me renseigner. Je suis curieux de savoir. Surtout Stellaris, ça me dit rien comme ça. On verra. On continue avec Ingenuity, le drone qui ressemble un peu à un hélicoptère. Donc on voit ici qui a été envoyé à bord de Perseverance, le rover qui a été envoyé sur Mars par la NASA. Aujourd'hui, ce midi, pour nous, la France, a eu lieu le premier vol de ce drone sur Mars. C'était la première fois qu'un objet construit par l'homme de type... alors eux, ils appellent ça aircraft, donc j'imagine, je sais pas, des appareils volants à hélice, ce genre de truc. Vole sur Mars, parce que oui, j'imagine qu'on a déjà... remarque, peut-être qu'on n'a jamais rien. On a peut-être fait que poser des trucs sur Mars. Est-ce qu'on a déjà fait voler quelque chose sur Mars? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Mais voilà, ce drone a fonctionné. Il a décollé. Et il nous a livré cette photo dans un premier temps. Cette photo qui a été livrée par la caméra de bord du drone. Donc une caméra qui n'est là que pour la gestion, hein, pas pour prendre des clichés haute résolution. Comme vous pouvez le voir, elle est placée
à la verticale du drone. Donc on voit ici la surface de Mars tout partout et son ombre au sol. Donc voilà, assez incroyable tout de même. Et ensuite, on nous donne une vidéo qui est du coup, elle, prise par Perseverance, donc le rover envoyé, qui filme cette manœuvre qui est uniquement un décollage à 3 mètres, suivi d'un vol stationnaire et ensuite un atterrissage. Donc vous allez voir une vidéo qui n'est pas en très haute qualité et avec assez peu d'images. Mais vous voyez ici il a décollé, voilà, il est en vol stationnaire, il va se poser. Clairement c'est pas la vidéo du siècle, voilà il est posé, incroyable. Mais c'était un moment assez émouvant et les membres de la NASA, les membres de cette mission étaient vraiment émus de voir l'engin fonctionner. Forcément, il a été testé à plein de reprises dans des reproductions qu'on a voulu le plus fidèle possible de l'atmosphère et de l'environnement martien. Mais jusqu'au dernier moment, on sait qu'il peut y avoir un problème qui fait que ça ne marche pas et que derrière, voilà, un échec total peut arriver. Et même les gens qui ont travaillé dessus le disaient. Ça s'est bien passé, on attend par la suite d'autres vols et d'autres secrets donnés, révélés par ce drone. D'autres photos, d'autres vidéos, ce serait incroyable avec pourquoi pas des qualités plus élevées. On sait que c'est forcément limité en transmission au vu de la distance et de nos technologies. Mais on imagine que tout ça va être repris, qu'ils vont récupérer aussi d'autres données. Là, c'était sur l'instant T. On sait qu'il faut du temps pour récupérer les données et qu'on aura probablement d'autres trucs. Si d'autres trucs apparaissent, je vous en parlerai, mais je trouve ça assez incroyable et vraiment moment historique. Hein, la première fois qu'on fait voler quelque chose sur Mars, c'est assez fou. On va parler vite fait crypto-monnaie. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Ça va être difficile vu que je connais pas grand chose en crypto-monnaie, mais on va tout de même essayer. On nous annonce une future pénurie dans les supports de stockage. On parle ici des disques durs traditionnels et des SSD. La cause, une nouvelle crypto-monnaie qui fonctionne différemment des crypto-monnaies actuelles, bien connues. Le principe est assez simple. Au lieu d'utiliser de la mémoire de votre processeur ou votre carte graphique pour effectuer des calculs, cette crypto-monnaie va utiliser de l'espace de stockage. Alors me demandez pas comment ça marche, j'en sais rien. Ils appellent ça, au lieu d'utiliser un protocole Proof of Work, ça utilise un protocole Proof of Space. Et donc voilà, ça utilise de l'espace de stockage que les personnes n'utilisent pas, qui est de l'espace de stockage libre, qui sont utilisés pour faire cette crypto-monnaie. Donc sur le papier, on se dit pourquoi pas, ça peut utiliser de l'espace de stockage laissé inoccupé en permanence. J'imagine que ça a été un peu ça l'idée de base. Sauf que du coup, certains se sont pris d'affection pour cette crypto-monnaie et ont développé, au même titre que certains développent des fermes de minage de crypto-monnaie à base de cartes graphiques à l'appel qui tournent H24. Eux, ils sont allés chercher des supports de stockage, disques durs et SSD à l'appel pour du coup miner cette crypto-monnaie qui se nomme Chia. Et visiblement, il y a eu beaucoup de gens intéressés parce qu'on nous parle déjà de l'Asie qui est tout de même un gros marché, plus particulièrement de la Chine et de Hong Kong, où les prix de ces supports de stockage ont déjà explosé, multipliés par 3. Et voilà, c'est devenu la guerre au même titre que les cartes graphiques dans le monde entier. Ça se bat, l'offre et la demande, les prix montent et les stocks sont rares. Alors,
Je sais pas quoi vous dire, peut-être faites un stock de disques durs et vous deviendrez riche, pas sûr. Mais peut-être que dans les prochains temps, les supports de stockage vont augmenter massivement en prix. Pour l'instant, on l'a vu, les CD sont toujours chez nous à des prix très intéressants et plutôt historiquement bas. Peut-être que ça va pas durer, tout dépend de si cette mode déjà perdure en Asie ou pas, si elle arrive à venir jusqu'à chez nous ou pas, et à conquérir le monde entier. Effectivement, si elle arrive à conquérir le monde entier et que tout le monde s'y met vraiment à fond, on va avoir un problème avec au moins des hausses de prix dans le meilleur des mondes et des problèmes comme les cartes graphiques dans le pire. Mais à noter que le support de stockage est quelque chose de massivement utilisé par tout le monde, là où les cartes graphiques, forcément un peu moins. Donc ça peut créer des vrais problèmes. On continue avec une entreprise qui, voilà, on pensait qu'ils connaissaient la crise, mais en fait, pas en termes de revenus. On nous annonce ici CD Projekt Red qui s'en sort plutôt bien avec ce bilan 2020. Ils sont à 471 millions de revenus liés aux ventes et 254 millions de bénéfices nets. Donc plutôt une bonne année, voire très bonne année, hein, parce qu'on est sur du bon gros x4 au moins en revenus liés aux ventes par rapport à l'année dernière, enfin par rapport à 2019 du coup. Forcément, Cyberpunk a dû voilà, faire monter tout ça plutôt aisément, même si il a eu des problèmes et tout, ça reste un jeu qui a généré énormément de revenus. Et en plus, ils ont bénéficié d'autres petits regains d'intérêt, notamment pour The Witcher grâce à la série Netflix. Et voilà, visiblement, et aussi leur plateforme. C'est vrai qu'ils ont aussi la plateforme GOG, c'est à eux, plateforme sans DRM. Donc voilà, parfois on tape dessus, parfois on les plaint, mais en tout cas, ils gagnent bien leur vie chez CD Projekt, une entreprise qui réalise des bons bénéfices, malgré tout ce qu'on a pu dire sur Cyberpunk. Cyberpunk est un jeu plus ou moins réussi suivant la plateforme sur laquelle vous jouez. On continue avec une souris qui me plaît pour le coup plutôt pas mal. On est sur du très classique chez Corsair, la Sabre Pro Champion Series. On est sur de l'ultra sobre ici. Une souris, voilà, un coloris noir. Pas de RGB sur ce modèle, il existe une version RGB si vous voulez. Toutes les caractéristiques pour le gaming, mais alors vraiment jusqu'à 18 000 un capteur 18 000 dpi, un polling rate jusqu'à 8000 Hz, un poids de 69 grammes. Alors, c'est pas la plus légère, mais vous n'avez pas de trous sur ce modèle. Donc, les gens qui ont des problèmes avec les souris, avec les trous, ici, ils trouveront leur bonheur. On est sur un prix ultra maîtrisé de 55 €. Encore une fois, il existe un modèle avec du RGB si vous en voulez, qui doit être un peu plus élevé. Mais vraiment destiné à... Ce qui est bien, c'est que sur le papier, elle est destinée à l'e-sport. Elle offre les caractéristiques d'une souris pour du gaming compétitif. Mais elle peut aussi très bien se retrouver sur un ordinateur de travail type bureautique sans du tout poser de questions. Il n'y a pas de... Là-dessus, elle est vraiment passe-partout. Et elle garde les caractéristiques qu'il vous faut pour être performant dans n'importe quelle condition, sur n'importe quel jeu. Plutôt sympa, encore une fois, 55 €, ce qui est très correct. La qualité Corsair, là-dessus, aucun problème. On est sur du très bonne qualité. On n'est pas sur du haut de gamme forcément à ce prix-là, mais on est sur quelque chose qui sera vraiment bien fini et tout, hein. Là-dessus, aucun problème. Juste visuellement basique, effectivement, mais elle répondra comme n'importe quelle autre souris sinon. Donc
aucun problème là-dessus. Vraiment quelque chose qui, si j'avais pas changé ma souris il y a peu, ça aurait pu m'intéresser. On continue avec les mauvaises nouvelles des cartes graphiques, comme souvent en ce moment. On commence avec cette news qui n'est pas vraiment une mauvaise nouvelle en soi. On nous parle d'une carte dédiée au mining, donc les modèles CMP HX fait par Nvidia. Mais ici, c'est une Asus. Voilà. C'est le modèle 30, donc les seuls qui sont vraiment, vraiment annoncés comme sortis. Plus ou moins disponibles, ça je sais pas trop, mais au moins annoncés comme sortis. Les autres restent un peu... ça devrait arriver, mais on sait pas trop quand. Ici, assez marrant quand même, ils ont choisi de garder la ventilation traditionnelle, les 2 ventilateurs là-dessus, ok, aucun problème. Mais tout de même une petite bande LED. Voilà, je sais pas trop pourquoi, si c'est fait pour miner de la crypto-monnaie, on s'en fout un peu du RGB, mais après tout, pourquoi pas. Le prix plutôt salé, hein, on est sur du 800 $ annoncé, donc plutôt salé, pour une carte qui embarquerait 6 Go de mémoire dédiée. Par contre, un seul connecteur d'alimentation 8 pins, c'est l'avantage. Je vous avoue que je sais pas, je trouve ça très bien qu'NVIDIA fasse des cartes pour dédiées au mining. Après, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je suis pas sûr que ça règle les problèmes de manque de stock sur les cartes gaming. On va parler vite fait des cartes gaming avec cette 6900 XT qui est plutôt sympa hein. En termes de visuel, en termes de performance, c'est un monstre. Hein, clairement, on va pas se mentir. À part si vous allez chercher du ray tracing, dans ces cas-là, ce sera un peu plus compliqué. Mais pour tout le reste, ça sera un pur bonheur. Là-dessus, c'est ok. En termes de conso, c'est une très grosse carte graphique. Elle va consommer un max. Là-dessus, faut être clair. En termes de prix, on est sur des tarifs ultra élevés. Ici, 2549 €. Elle était il y a peu à 2200. Elle est maintenant à 2550. On est à plus de 2 fois le prix de vente recommandé des versions made by AMD. C'est très cher pour des cartes qui sont encore une fois très performantes là-dessus, aucun problème, on ne remet pas du tout ça en doute. On est sur du top en termes de performance, on est sur ce qu'on fait de mieux à l'heure actuelle pour du gaming du côté de chez AMD. Mais le prix, à l'aide, le prix. On finit avec un truc qui lui aussi est très très cher, mais voilà, on arrive un peu plus à justifier le prix. Acer qui a décidé de s'attaquer directement à Samsung. Samsung et son G9. Ici, Acer sort son équivalent. Alors, est-ce qu'on a le nom? Ah, dommage qu'il n'ait pas appelé aussi simplement que Samsung et son G9. Ici, c'est le EL491 CRG9. On garde le G9 à la fin, tout de même. Petit clin d'œil. Alors, différence entre les deux, pas beaucoup. En vrai, vraiment pas beaucoup. En termes de résolution, on est sur du 5120 par 1440 comme chez Samsung. Taux de rafraîchissement 240 Hz comme chez Samsung. On a FreeSync et la certification G-Sync compatible validée par Nvidia, donc on sait que ça va bien marcher. Là où le Samsung, il a le G-Sync de base, je crois, et du coup FreeSync aussi, forcément. Donc à peu près les mêmes bails. En termes de dalle, on est sur les mêmes histoires. On passe aussi, enfin, Acer, on arrive et on le met direct en mini LED, là où Samsung a dit qu'ils allaient faire leur nouvelle version en mini LED aussi. Donc on est sur les mêmes histoires. Certification HDR 2000 grâce au mini LED. Seule différence, c'est les couleurs. La dalle affiche sur le Acer 1,07 milliard de couleurs sur 12 bits, contrairement à 10 bits de Samsung, donc moins de couleurs. Voilà, sinon, en termes de connectique,
on sait pas trop encore. On sait qu'il y aura de l'HDMI et du DisplayPort. 3 prises HDMI. On sait pas les versions, on sait pas si il y a du 2 points, mais on espère que oui tout de même. Ce serait bien. On a un tarif estimé, alors à prendre avec des pincettes, ça paraît très élevé, à 2300 €, mais ils nous font une petite conversion à partir d'une autre monnaie, donc je sais pas. 2300 €, ça paraît quand même plutôt salé. Disponibilité courant juin, mais franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée, effectivement, ça se destine à très peu de gens, on va pas se mentir. C'est un tarif très élevé, pareil, on va pas se mentir. Mais il faut du changement. Il faut du changement. À l'heure actuelle, Samsung est un peu le seul à produire ce genre de truc avec les caractéristiques qu'ont les G9. D'autres essayent de s'en approcher, mais jamais vraiment en réussissant à égaler la qualité de ce que fait Samsung. Acer peut, en théorie, même si Samsung a un vrai savoir-faire et tout, ils vont être durs à battre, mais Acer peut s'attaquer à eux. Il va falloir être attractif en termes de prix. Le G9 est aujourd'hui à 1500 €. Donc là, 2300, ça paraît plutôt très cher pour gagner juste quelques couleurs un peu mieux. Je suis pas sûr que ça justifie un écart de 800 €. Encore une fois, le prix est à prendre avec des pincettes, donc il faudra avoir le prix chez nous. Mais il y a de plus en plus un marché. Encore une fois, autre avantage du G9, c'est la possibilité de splitter logiciellement l'écran. Ça, c'est un des vrais points forts chez Samsung. Si ils n'ont pas ça, si Acer n'a pas ça ou un équivalent, ça va être compliqué aussi parce que voilà, c'est quand même des formats très étranges que assez peu de choses prennent en charge correctement. Donc ça peut être une histoire à avoir des bandes noires à chaque fois et du coup beaucoup moins d'intérêt à avoir ce genre de moniteur. On verra, j'attends avec impatience le prix surtout parce qu'on voit en termes de caractéristiques, on veut être G9. On veut être Samsung et avoir le même produit, mais mettre dessus que c'est Acer. Clairement, c'est l'idée que, au vu des caractéristiques, c'est l'idée qu'a Acer. À voir s'ils arrivent à faire l'effort d'être plus compétitifs que Samsung en termes de prix. On verra. Courant juin. Courant juin, on saura. Et voilà, on finit ce point actu hardware, ce premier de la semaine avec ce magnifique écran de chez Acer que j'attends avec impatience. Vraiment, j'aimerais bien savoir s'ils sont capables d'être plus bas en termes de prix que Samsung. Ça risque d'être tout de même compliqué. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des trucs. Et j'espère vous revoir dans la semaine. Merci d'avoir regardé et à demain pour la suite de l'actualité.